Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Au sommaire de cette édition, plusieurs syndicats de pays européens reçus par la CGT des Yvelines à Gif-sur-Yvette, une session de formation organisée par l'Institut syndical européen, avec comme objectif de lutter contre les idées d'extrême droite. Les détails dans cette édition. Des réformes pour transformer la fonction publique. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. Plus de recours à la contractualisation, renforcer la mobilité et la reconversion des fonctionnaires. Pour en parler, nous recevons Sonia Porot, secrétaire départementale de la CGT des Yvelines. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour sur plusieurs animations lors de cette dernière semaine de vacances scolaires, avec des initiations au poney de l'île de Loisirs et sur le festival Thoiry Lumière Sauvage. Ils se sont rassemblés au centre de formation de la CGT à Gif-sur-Yvette. Une vingtaine de représentants de syndicats de l'Union européenne ont participé pendant 3 jours à une formation sur la lutte contre les idées d'extrême droite. Alors que cette mouvance politique prend de l'importance dans le monde et en Europe, le montage est signé Jules Grenouville et Benjamin Foucault. La CGT des Yvelines a accueilli une formation organisée par l'Institut de recherche de la Confédération européenne des syndicats, que ce soit le MSOS hongrois, l'OGB autrichien ou le FGBT belge, plusieurs syndicats de pays européens représentés avec la volonté de lutter contre l'extrême droite. Une des pistes que nous avons dégagées pendant cette formation, c'est une déception des personnes vivant en Europe, des citoyens européens aussi bien que des personnes vivant en Europe, par rapport aux perspectives futures. Réflexion sur les arguments, partage des expériences face aux partis nationalistes. Chacun est revenu sur sa situation dans son pays, l'AfD en Allemagne, l'Italie avec le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini ou encore le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Je dois avouer que l'AfD est vraiment un challenge, non seulement pour la société allemande, mais aussi pour les syndicats. Nous faisons face maintenant, je veux dire sur le long terme, dans la fabrication des politiques publiques et sur l'influence de l'agenda politique de l'Allemagne et des syndicats. Salvini représente une partie de l'idéologie qui contraste avec les syndicats et avec nos missions de représentation des travailleurs. Moins de liberté. Il n'y a plus de dialogue social. Le Premier ministre Viktor Orban a ouvert le chemin vers le tripartisme avec les structures de dialogue social. Nous avons les structures, mais il n'y a aucun contenu. La seconde session de formation se tiendra du 3 au 5 avril 2019 à Budapest, avec la volonté de peser lors de la campagne des élections européennes. Sur notre plateau, nous accueillons Sonia Porot. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire départementale de la CGT des Yvelines. On vient de le voir dans le sujet, vous avez accueilli pendant 3 jours des représentants syndicaux venus de toute l'Union européenne. Une session de formation sur la lutte contre l'extrême droite organisée par l'Institut syndical européen. Alors que les nationalistes prennent de plus en plus d'importance dans le monde et en Europe, Jair Bolsonaro vient d'être notamment élu président du Brésil. L'alternative pour l'Allemagne poursuit son ascension dans les élections régionales. Alors, en quoi cette situation est inquiétante pour vous en tant que syndicat ? Alors, elle est inquiétante en premier lieu déjà pour les salariés et les retraités, puisque même s'ils ont des différences entre eux, les partis d'extrême droite et nationalistes d'abord ne défendent pas les intérêts des travailleurs, en tout cas jamais dans leur globalité, puisqu'il y a souvent des mesures d'exclusion contre les travailleurs étrangers ou certains travailleurs précaires. Donc ça, en tant que syndicat, c'est pour nous un problème, puisqu'on pense que l'égalité des droits, le fait que tout le monde ait le même niveau de droit, ça renforce les droits de tout le monde et c'est vraiment fondamental. Et puis parce que ce sont des partis qui ne remettent pas en cause l'organisation du système capitaliste, la répartition des richesses, et c'est problématique. Et puis bien sûr, il y a toutes les questions de respect des minorités, de respect des libertés individuelles, et on voit des déclarations, notamment du nouveau président brésilien, qui sont extrêmement inquiétantes et totalement opposées aux libertés, aux droits des minorités, quelles qu'elles soient, et ça c'est extrêmement préoccupant.
Alors, vous parlez de Jair Bolsonaro. On voit aussi l'alternative pour l'Allemagne. Alors, il y avait un de vos confrères allemands, justement, lors de ces réunions. On parle aussi de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur en Italie. Finalement, on l'a vu dans le sujet, ils essaient de faire face. Qu'est-ce que vous avez pu échanger, justement, avec les différents représentants syndicaux qui venaient de toute l'Union européenne, je le rappelle? Ça nous a permis de confronter nos analyses et nos expériences sur comment les partis d'extrême droite, quelles sont leurs propositions, comment souvent ils essaient de se donner un vernis social, parfois en reprenant carrément des expressions, des revendications syndicales, et puis de confronter les expériences pour faire reculer le rejet de l'autre, pour faire avancer justement le vivre ensemble, la tolérance et concrètement l'égalité des droits et l'amélioration des droits dans les entreprises et aussi tous les droits liés à la protection sociale. Ça fait pas rentrer les syndicats dans la sphère politique finalement ? Les syndicats sont dans la sphère politique dans la mesure où forcément des décisions qui concernent les travailleurs sont prises au niveau politique. Ce que proposent les partis sur ces sujets-là, ça nous intéresse. Après, c'est différent d'être lié ou avec un parti ou de présenter des candidats. Mais bien sûr, les syndicats sont légitimes à s'exprimer sur certaines propositions politiques. Alors justement, des propositions politiques, il y en a eu cette semaine. Le 2e comité interministériel de la transformation publique s'est tenu ce lundi 29 octobre à Matignon. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures concernant la réforme de l'État, notamment sur le recours au contrat pour le recrutement des nouveaux agents, la reconversion et la mobilité des fonctionnaires qui sont actuellement en poste, ou encore la dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives. Votre sentiment sur cette réforme, avec comme objectif à long terme, annoncé par le gouvernement, le non-remplacement de 50 000 agents de la fonction publique d'État d'ici à 2020. La CGT, mais avec à peu près l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique, sont opposées à ces mesures. Je pense que c'est quand même important de rappeler cette, on va dire, unanimité des représentants des agents de la fonction publique. Évidemment, des suppressions de postes supplémentaires, alors que dans énormément de services, les agents sont déjà en difficulté pour répondre aux demandes des usagers. On peut prendre la situation de l'inspection du travail, où malgré la réduction du nombre de sections, donc l'augmentation du territoire couvert par un inspecteur du travail, on a encore plusieurs postes non pourvus. Donc les inspecteurs du travail ne sont pas en mesure de répondre correctement ou suffisamment rapidement aux demandes, notamment des salariés et des représentants du personnel. On parle aussi de la contractualisation, plus de souplesse dans le recrutement avec le recours au contrat. C'est pas source d'efficacité pour la fonction publique ? La fonction publique, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ça veut dire des missions de service public où on doit assurer l'égalité de traitement de tous les usagers et l'absence de discrimination, et où le statut a été aussi mis en place pour permettre à ces agents-là d'appliquer des politiques indépendamment de changements de pouvoir en place, de pression politique. Donc fragiliser le statut, ça fragilise le service rendu, la qualité du service rendu aux usagers. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a déjà quand même au global 20% de contractuels. Voilà, localement, ça peut même être plus. Et c'est des agents précaires qui ne savent pas s'ils seront reconduits ou pas. Et pour construire un service de qualité, voilà, dans l'animation, dans les soins, dans énormément de services utiles à la population au quotidien, c'est évidemment problématique. Et ça crée également, en général, une tendance à l'éloignement par rapport aux usagers, parce qu'on va pas pouvoir avoir des agents dans toutes les villes comme c'était le cas. Donc il faut aller plus loin, c'est plus compliqué, où les horaires d'ouverture se restreignent. Et vous avez évoqué la dématérialisation, qui n'est pas une solution. Ça complexifie énormément l'accès aux droits. On le voit dans un certain nombre d'organismes qui l'ont déjà fait. Essayer de prendre un rendez-vous à la CAF sur le site internet. En général, il faut s'y prendre à plusieurs fois et tester plusieurs options. Et une partie de la population n'est pas à l'aise, et souvent ce sont les plus précaires qui ont le plus besoin de services publics et de protection sociale, qui ont le moins l'habitude ou l'accès. Donc c'est réellement inquiétant en termes d'égalité des droits pour tous. Autre mesure annoncée lors de cette journée, c'est la création d'une agence nationale des mobilités et des reconversions, c'est-à-dire renforcer l'accompagnement des fonctionnaires dans l'évolution de leur carrière avec la dotation d'un fonds
de 50 millions d'euros par an. Ça va dans le bon sens. Finalement, on protège aussi, on accompagne les fonctionnaires, que ce soit de la fonction publique d'État, mais aussi peut-être la fonction publique hospitalière et la fonction publique des collectivités territoriales. La CGT, on pense que si un salarié, y compris un agent de la fonction publique, a un vrai projet choisi, personnel, bien sûr, il faut pouvoir l'accomplir et les employeurs doivent les accompagner. Mais bien souvent, la réalité dans le public et ça va, dans le privé et ça va arriver dans le public, c'est que les conditions de travail sont tellement dégradées, le manque d'effectifs tellement criant que les agents partent parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc ça crée un vide supplémentaire pour ceux qui restent. Et c'est accompagner en fait une situation que l'administration a créée, plus que des projets réellement choisis. Et on sait que le taux de chômage reste élevé, les entreprises privées ça recrute pas massivement, la création d'emplois et notamment le développement du statut auto-entrepreneur, micro-entreprise, c'est extrêmement risqué. Il n'y a pas du tout les mêmes garanties sociales que dans le statut de salarié ou d'agent de la fonction publique. Donc c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pas forcément le principe, mais tout ce qu'il y a autour, en fait, il n'y a pas les garanties qui permettent que ce soit l'accompagnement du choix d'un agent. Alors vous en avez parlé, le manque de personnel, les conditions de travail compliquées, c'est notamment le cas dans la fonction publique hospitalière. Début octobre, les agents de l'hôpital de Rambouillet se sont mobilisés pour dénoncer ce type de situation. Quelle solution vous préconisez, vous, à la CGT par rapport à la fonction publique hospitalière, l'engorgement des urgences, notamment dans les Yvelines ? La première chose, c'est d'avoir une répartition sur le territoire justement des services hospitaliers publics, avec un certain nombre de services qui sont indispensables. Je veux dire, il n'y a pas d'hôpital public entre Rambouillet et Versailles, ça couvre quand même une zone extrêmement densément peuplée. L'engorgement des urgences, c'est en partie évidemment la question de la médecine de ville, mais aussi du coup le coût des soins, les remboursements, etc. Et après, il y a un besoin de recrutement et que les directions des établissements hospitaliers écoutent ce que disent les agents qui savent eux comment bien faire leur travail. Avec les élections dans la fonction publique le 6 décembre, moi j'ai visité beaucoup notamment des établissements hospitaliers, des agents dans des maisons de retraite qui expliquent que pour masquer la pénurie, on note sur le planning des agents en arrêt longue maladie, par exemple, et que là où il faudrait, par exemple, 4 personnes pour quand même un nombre conséquent de résidents, elles sont parfois seules ou à 2. Avant de conclure cet entretien, un autre dossier, c'est que ça concerne la fonction publique territoriale cette fois-ci. Le département des Yvelines a décidé de recourir à une société d'économie mixte à opération unique pour la restauration des collèges. La collectivité a signé un partenariat avec Sodexo. La CGT s'était mobilisée sur ce dossier. Est-ce que vous avez été entendu ou au moins écouté dans ce dossier ? Malheureusement non, et d'abord ça n'est pas que la CGT qui s'était mobilisée, il y avait eu des manifestations avec les agents concernés qui étaient évidemment opposés à leur transfert, avec vraiment des pertes de garantie, des modifications dans l'organisation du travail, et puis d'autres organisations syndicales du conseil départemental étaient mobilisées également aux côtés de la CGT, et on regrette vraiment le fait que les décideurs, que ce soit les employeurs ou les directions des établissements publics ne prennent pas plus en compte ce que peuvent dire les syndicats et les salariés avec qui on échange au quotidien. Nos propositions viennent d'eux parce que derrière c'est des conditions de travail qui se dégradent, c'est un mal-être des salariés et ça se retranscrit sur les usagers quand on est en plus un service public. Pour voir si ça entraîne ce type de conséquences. C'est au 1er janvier 2019 que ça sera mis en œuvre. Sonia Porot, merci d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire départementale de la CGT des Yvelines. Passez un excellent week-end. Merci à vous. Et on poursuit ce 7-8 l'hebdo. Vous en avez maintenant l'habitude. Chaque vendredi, nous revenons sur des événements qui ont fait l'histoire de Saint-Quentin et des Yvelines avec notre rubrique « Ça s'est passé ». Un voyage dans le temps signé Wilfried Richy.
Jeudi 22 novembre, 8h45, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société d'Alain Prost. L'avocat du champion du monde de Formule 1 est venu déposer une déclaration de cessation de paiement, c'est-à-dire que la société estime ne plus pouvoir assurer le paiement de ses dettes. Cette déclaration, elle entraîne le gel du passif antérieur, c'est-à-dire tout son passif qui était exigible et exigé pour certains a été bloqué pendant la période de 6 mois. Pendant toute cette période, les salariés seront normalement payés, et les créanciers qui vont continuer à travailler avec Prost devront être payés normalement. Il n'y a que ceux qui ont des créances antérieures à l'ouverture de la procédure qui, eux, voient leur passif gelé. À l'annonce du redressement judiciaire, le tribunal de commerce a désigné un juge commissaire chargé de surveiller la procédure, un représentant des créanciers et un administrateur judiciaire. Ce dernier doit servir d'intermédiaire pour trouver de nouveaux actionnaires à Prost. Les sociétés intéressées ont jusqu'au 6 décembre pour se faire connaître. Dans 6 mois, soit les capitaux sont rentrés et Prost repart, soit rien ne se passe et le tribunal peut procéder à la liquidation judiciaire, ce qui signifierait la fermeture de l'entreprise. Dans l'actualité de la semaine, cette annonce venue de l'European Tour. L'instance européenne de golf a décidé de retirer le statut de Rolex Series à l'Open de France, un tournoi qui se déroule fin juin au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Conséquence, l'Open devient une compétition de second plan avec moins de dotation, entre 2 et 4 millions de dollars contre 7 auparavant. Une décision motivée par la perte du sponsor principal, le groupe chinois H&A. Autre changement, l'édition 2019 de cette compétition se jouera du 17 au 20 octobre. Un champion de France junior de BMX pour répondre à toutes leurs interrogations. Une trentaine d'enfants accompagnés par le Secours populaire des Yvelines a pu découvrir l'univers de ce sport extrême. Une initiation au BMX sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Un reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Mélanie Poquet. Est-ce qu'on peut utiliser un vélo normal pour faire du BMX ? Non, parce que le vélo normal, il va être trop grand. Romain Racine est double champion de France junior de BMX. Face à lui, des enfants qui découvrent la discipline. C'est transmettre une passion que certains n'ont pas forcément la chance d'avoir. Dans le sens où moi je fais du vélo tous les jours et c'est un plaisir. On leur présente directement une journée type d'un athlète. Comment il vit ici au centre et quelle est sa discipline et qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il fait pendant ses entraînements. Ces 35 enfants ont vécu une journée autour du cyclisme. Ils ont pu visiter le vélodrome, assister à des entraînements, mais aussi se tester. Le matin, ils ont fait leur baptême de BMX. C'est pas trop facile, mais ça va. Je me suis blessée 2 fois et après c'était bien, ça va. J'ai appris des choses sur le BMX pour monter et tout. L'objectif de la journée, c'était de permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir accès aux loisirs, au sport, d'avoir une journée de détente pendant les vacances. Et donc en partenariat avec le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines et la communauté d'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines, de pouvoir leur permettre d'avoir une initiation de baptême de BMX, en fait une initiation de BMX, une visite du Vélodrome. Chaque année, le Secours populaire fait découvrir la discipline à des enfants yvelinois issus de milieux modestes, une découverte du sport comme moyen de réduire les inégalités et pourquoi pas susciter des vocations. Devenir un petit cavalier le temps d'une après-midi pendant les vacances scolaires, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et l'association Sky Équitation ont proposé des stages de poney. Plusieurs enfants ont pu découvrir cette activité. Manon Varaldo a suivi le stage des moustiques. Les enfants de 2 à 3 ans, regardez. Tu vas tenir le bleu. Tout le temps. D'accord ? Oriane, 3 ans et demi, participe au stage d'équitation à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, proposé par l'association Sky Équitation. Cette dernière permet de développer l'équitation et de le rendre accessible à tous. Bombe sur la tête, Oriane est prête pour faire sa première fois à poney, s'habituer à l'animal, avoir de bons réflexes. Avant de débuter le stage, Julien, le moniteur, apprend les bons gestes à Oriane. Non, dans l'autre sens. Comme ça. Slalom, petit train, balle, temps de jeu pour apprivoiser le poney. C'est souvent leur première fois, donc on leur apprend un petit peu à
comment se comporter autour du poney, à les familiariser avec l'animal et à vaincre un petit peu leurs premières appréhensions, les premiers contacts avec l'animal. Et ensuite, c'est vraiment que du ludique. On leur apprend pas forcément de la technique, mais on leur apprend en s'amusant, en faisant des choses ludiques comme on a fait là, le slalom, le petit train, voilà. Durant ce stage, Oriane a également découvert les équipements. Ah, ça c'est très lourd. C'est la selle. Tu veux essayer de porter ? Vas-y. C'est trop lourd. J'ai mal. Tout au long de la séance, l'enfant est très demandeur et souhaite interagir avec le poney. Une vraie complicité s'est créée pendant cette leçon. Une première fois à poney réussie pour Oriane. Ils ont l'habitude d'admirer des félins ou des singes. Les visiteurs du zoo de Thoiry pourront jusqu'en mars 2019 faire une excursion en Chine dans les jardins du château. À la tombée de la nuit, des sculptures lumineuses géantes illuminent le jardin transformé en terre asiatique. Une atmosphère chinoise pour découvrir plusieurs traditions de la terre du milieu. Un reportage de Manon Varaldo. Girafes, crapauds, pans ou encore lions, entièrement réalisées à la main et recouvertes de tissus, ces œuvres uniques s'allument à la tombée de la nuit. Thoiry accueille le plus grand festival de lanternes chinoises en France. C'est 36 artistes chinois de la ville de Zhingong qui ont une tradition depuis des centaines d'années de faire des lanternes. Et maintenant, avec la technologie moderne, de faire des lanternes géantes. On a donc derrière moi une reconstitution du Temple du Ciel à Beijing qui fait 17 mètres de haut. En face, le château est mis en valeur avec un spectacle de son et lumière. Avec toujours des éléments de la culture chinoise présents, fleurs, dragons, vases ou encore lanternes chinoises. Ils ont vraiment su associer donc la Chine et les animaux qui sont propres à Thoiry, ce qu'on disait, et les animaux ont vraiment une expression. Les curieux peuvent assister à un spectacle de la troupe de théâtre de Sichuan. On y retrouve des équilibristes, acrobates et transformistes du visage comme dans le théâtre traditionnel chinois. Ils se produisent en face de l'une des créatures phares de l'événement, un dragon de 65 mètres de long. Le visiteur peut ensuite continuer l'aventure en traversant la forêt remplie d'animaux lumineux. Un spectacle de plus de 600 lanternes réparties en 30 tableaux. De jour comme de nuit, c'est magnifique. Quand on voit le travail, les détails qu'il y a dessus, on est en paix, on est bien. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est trop bien. Tout au long du parcours d'1,5 km dans les jardins du château, des dizaines d'autres animaux tels les volatiles, zèbres ou encore iguanes. Ces animaux captent le regard des visiteurs, parfois venus de loin. C'est vraiment magique et magnifique. C'est une super belle expérience. Toute une facette de la culture chinoise à découvrir à Thoiry pendant 5 mois jusqu'au 10 mars. Dix jours après l'annulation par la justice d'un arrêté de réquisition du maire de Montreuil, les travailleurs migrants qui ont quitté le foyer Bara pour s'installer dans un immeuble de bureaux vide sont désormais menacés d'expulsion. Le mercredi 31 octobre est en effet le jour de l'échéance de l'ordonnance d'évacuation. Un reportage de Via Grand Paris avec Cédric Dandeville. Un mois après leur installation, les 200 travailleurs migrants vont-ils pouvoir passer l'hiver dans les anciens locaux de l'AFPA à Montreuil ? Pour leur permettre de fuir les conditions de vie du foyer Bara jugées indignes, le maire de la ville avait réquisitionné fin septembre un immeuble appartenant à l'État. Entre-temps, le préfet a fait annuler cet arrêté par la justice. Résultat, la police peut à tout moment procéder à l'évacuation des lieux. Nous, on ne se résigne pas à cette hypothèse-là, puisque commence la trêve hivernale et on ne comprendrait pas qu'un acte agressif soit commis par le préfet, alors que ce même préfet n'a à ce jour aucune solution de relogement. Et donc la ville, jusqu'au bout, évidemment, restera du côté des résidents et prendra toutes les mesures pour les protéger et pour faire en sorte que cette évacuation n'ait pas lieu. Reste que ce mercredi 31 octobre marque le dernier jour de l'échéance de l'ordonnance d'évacuation, une épée de Damoclès au-dessus de la tête des résidents qui n'imaginent pas une seconde retourner vivre au foyer Bara. On n'a pas de bonnes toilettes, rien qui est beau là-bas, donc on vit comme des Allemands. Un foyer rendu inhabitable par un arrêté du maire de Montreuil. C'est là l'autre contentieux avec l'État que le tribunal administratif de Paris doit trancher dans les prochaines heures. Le préfet, de ce point de vue, est en train de s'enfermer dans une procédure devant les tribunaux très technocratique qui est complètement déconnectée de la réalité humaine
que vivent ces hommes qui méritent notre respect. Et donc je crois que le mieux serait que le préfet accepte cette main tendue du maire, Patrice Bessac, qui depuis le début dit qu'il demande une table ronde. Et les élus montreuillois ont bon espoir que cette table ronde avec le préfet puisse s'organiser rapidement, début novembre. Et avant de se quitter, le départ de la Route du Rhum sera donné ce dimanche 4 novembre au port de Saint-Malo, une course transatlantique qui doit mener les skippers jusqu'à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Parmi eux, 2 Yvelinois, Éric Bellion et Louis Burton. Ce dernier, originaire de Rambouillet, va s'élancer sur son IMOCA Bureau Vallée 2. Avant son départ, il nous a laissé un message, écoutez-le. Bonjour à tous, je suis Louis Burton, le skipper de Bureau Vallée. On est actuellement sur la Route du Rhum 2018 et je voulais passer un grand bonjour à tous les habitants des Yvelines et retrouvez-moi sur TV Fil 78. À bientôt. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. Retour de l'information lundi dans le 7-8 journal à 18h. D'ici là, passez un excellent week-end.